Eh bien, salut YouTube, c'est JP de Top Factory. L'univers dans lequel nous vivons est encore loin d'avoir fini de nous livrer la solution à tous ces mystères. À un point tel que nous sommes encore impuissants face à certaines énigmes de notre propre système solaire. Avons-nous découvert toutes les planètes en orbite autour de notre étoile? Existe-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Jusqu'à quel point s'étend notre système solaire? Quelle est l'origine de ces mystérieuses déformations dans les anneaux de Saturne? Ce sont là une partie des choses que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et donc, c'est parti pour ces 10 étranges mystères de notre système solaire. La planète X. Est-ce que nous avons découvert toutes les planètes qui composent notre système solaire? N'y aurait-il pas quelque part une ou plusieurs planètes qui sont passées en dehors des champs de vision des plus puissants de nos télescopes? C'est en tout cas ce que pense l'astronome Michael Brown qui émet l'hypothèse de l'existence d'une planète géante gazeuse qui se situerait bien au-delà de l'orbite de Neptune. Elle serait tellement loin que ça expliquerait pourquoi nous ne l'avons pas encore découverte. Mais du coup, pourquoi cet astronome est-il convaincu de l'existence d'une planète qu'on n'a jamais vue? Eh bien, c'est en observant le mouvement d'objets très lointains du système, qui sont plus petits que des planètes, que Michael Brown en a déduit qu'il existerait une 9e planète. En effet, l'orientation de leurs orbites est un petit peu particulière, à un point tel qu'il est fort probable qu'elle soit perturbée par un mystérieux objet spatial disposant d'une importante force gravitationnelle. Mais ce n'est pas tout. Toujours selon le même astronome, d'autres objets au-delà de Neptune mais plus proches que ceux qu'on vient de voir, orbitent de façon un petit peu étrange. Michael Brown explique cela par deux théories. Soit une étoile se serait approchée d'un petit peu trop près de notre système et aurait modifié leurs orbites il y a plusieurs millions d'années, soit il existerait une planète de la taille de Mars dans les parages. Et vu sa petite taille à cette distance, elle pourrait être confondue avec les étoiles dans le ciel. Alors peut-être qu'un jour, l'un de nos télescopes planétaires ou orbitaux nous informera de l'existence d'une, voire deux nouvelles planètes de notre système solaire. Les zones sombres de Vénus. La totalité de la surface de ces planètes est masquée par une atmosphère beaucoup plus dense, plus acide et plus chaude que celle de la Terre. C'est la raison pour laquelle les sondes qui ont survolé Vénus n'avaient aucune visibilité de sa surface. Et donc le seul moyen d'étudier son relief était d'envoyer des ondes radio vers le sol qui rebondissaient sur lui jusqu'à revenir à la sonde. Et si le signal reçu en retour était puissant, cela voulait dire qu'il avait subi un minimum de pertes, donc distance plus courte entre la sonde et le sol. Donc en gros, signal faible signifie basse altitude et signal fort haute altitude. On a pu ainsi dessiner progressivement une carte du relief de la planète Vénus. Bon, jusqu'ici tout va bien, sauf qu'à certains endroits situés dans les zones les plus hautes du sol vénusien, l'onde radio ne revenait pas vers la sonde, comme si le sol était inexistant. Alors, pour expliquer ça, des scientifiques ont imaginé que, vu la température très élevée de Vénus qui peut grimper jusqu'à 480 degrés, certains minéraux se détachent du sol, s'évaporent et deviennent une sorte de brouillard métallique. Et vous savez que sur Terre, plus on monte en altitude et plus il fait froid. Et c'est pareil sur Vénus. Du coup, ce brouillard de métal, lorsqu'il va monter vers les montagnes vénusiennes, va se condenser pour devenir un givre compact qui va se coller sur le plus haut des sommets de Vénus. Et ça serait donc peut-être ce givre métallique qui perturberait la réflexion des ondes radio envoyées par les sondes et donnerait l'illusion d'énormes trous sur la surface de la planète. Mais prudence, ce n'est qu'une théorie, tant que nous ne disposons pas de la technologie nécessaire pour une mission d'exploration à long terme de la surface de Vénus, nous ne pouvons que spéculer sur ces étranges zones de cette planète. Y aurait-il de la vie sur Cérès, l'une des 5 planètes naines du système solaire? Son orbite se situe entre celle de Mars et Jupiter. En 2015, la sonde spatiale Dawn confirme que sa surface est faite d'une épaisse couche principalement composée d'eau à l'état de glace qui pourrait bien abriter un océan liquide dans les profondeurs de la planète. Et qui dit eau liquide dit aussi planète potentiellement capable d'abriter la vie. Alors évidemment, il existe de nombreux autres éléments nécessaires à l'apparition de celle-ci, tout comme la distance de l'astre par rapport au Soleil. Et ben justement, Cérès est à une distance relativement acceptable pour recevoir une petite quantité de la chaleur émise par notre étoile. Mais malheureusement, l'atmosphère de Cérès ne permet pas d'y développer un effet de serre comme sur la Terre, d'où l'épaisse couche de glace existante. Par contre, si la petite planète suffirait elle-même pour réchauffer l'hypothétique océan liquide, il se pourrait que la vie, ne fût-ce qu'à une échelle microscopique, ait pu se développer. Mais bon, encore faudrait-il qu'on alloue un budget suffisant pour ce genre d'expédition qui demanderait des moyens financiers et surtout techniques énormes.
La tache rouge de Jupiter. La plupart d'entre vous savent déjà que c'est un gigantesque anticyclone large de 15 000 km dans l'atmosphère de la plus grande géante gazeuse de notre système solaire. Elle est donc plus grande que la planète Terre. Bon, jusqu'ici rien de bien mystérieux jusqu'au moment où on s'interroge sur sa longévité. En effet, cela fait au moins 4 siècles que l'anticyclone de Jupiter fait rage alors que sur Terre, il dépasse rarement la dizaine de jours. Plusieurs théories sont apparues, comme celle expliquant que le gigantesque phénomène météo absorberait d'autres anticyclones plus petits, ce qui assurerait sa durée de vie titanesque. Une autre théorie avance le fait que l'anticyclone a une usure entre guillemets beaucoup plus faible étant donné qu'il n'y a pas de sol sous l'atmosphère de Jupiter, et donc moins de frottement sur un corps solide, qui est l'une des raisons de la dissipation des anticyclones sur Terre. Un autre aspect intriguant de la tache rouge est justement sa couleur très vive. Ce n'est pas certain, mais il pourrait s'agir d'un coup de soleil. Et oui, on parle bien d'une sorte de brûlure qui aurait été occasionnée par les radiations de notre étoile sur les couches supérieures des nuages en rotation. Quoi qu'il en soit, si on veut percer ces différents mystères, il faudrait s'y prendre assez tôt selon certains. En effet, depuis 2012, on mesure une diminution de sa taille d'environ 1000 km par année. Alors, certains disent qu'il s'agit d'un changement climatique majeur sur Jupiter, tandis que d'autres voient ça comme un changement normal dans le cycle de l'anticyclone et qu'il reprendra du poil de la bête comme il l'aurait déjà fait auparavant. La couronne solaire. Tout comme la Terre, notre Soleil dispose d'une atmosphère. Elle est composée de la chromosphère, c'est une fine couche de 2000 km où il y règne une température d'environ 3700 degrés Celsius. Ensuite vient la fameuse couronne solaire, qui est d'une taille impossible à calculer vu ses mouvements très chaotiques, mais sachez qu'elle dépasse de loin la taille du Soleil lui-même. Et enfin, l'héliosphère, qui elle s'étend jusqu'aux frontières du système solaire. Vous l'aurez compris, on est en plein dedans. Mais où est donc le mystère dans tout ça? Eh bien, revenons à notre couronne solaire et sa température. On aurait tendance à penser que plus on s'approche de la surface du Soleil et plus il fait chaud. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas pour notre étoile. On vient de voir qu'il fait environ 3700 degrés dans la partie basse de l'atmosphère solaire, tandis que dans la couronne, il y fait des températures pouvant aller jusqu'à 1 million de degrés. Alors, mis à part le fait que c'est juste énorme et impossible à s'imaginer par rapport au climat terrestre, comment expliquer ce changement brutal de température qui se produit à environ 2000 km de la surface du Soleil? Eh bien, on n'en sait rien. Les candidates favorites de l'explication de ce phénomène sont les gigantesques éruptions solaires. Mais à moins que dans le futur nous soyons capables d'envoyer une sonde affronter la fournaise de notre étoile, nous ne pourrons jamais savoir ce qui provoque ce brusque réchauffement de la couronne solaire. La rotation d'Uranus. La plupart des planètes du système solaire ont un sens de rotation identique. Elles tournent sur elles-mêmes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sauf une, Vénus, qui a décidé de faire l'inverse en tournant dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Mais ce n'est pas de Vénus qu'on va parler, mais plutôt de la planète Uranus. Contrairement aux autres qui ont un axe de rotation perpendiculaire ou en légère inclinaison par rapport à leurs orbites, Uranus tourne sur elle-même sur un axe quasiment horizontal. C'est comme si elle roulait sur son orbite. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a bien pu provoquer ce phénomène? Alors, jusqu'à récemment, on pensait qu'Uranus aurait été percuté par une autre planète lors de sa formation. Elle aurait été en grande partie détruite et au fur et à mesure de sa reformation, son axe de rotation se serait mis à l'horizontale. Mais cette théorie présente certaines incohérences par rapport au sens de rotation des 27 lunes d'Uranus. Du coup, on pense plutôt que la planète aurait subi un double impact avant que les lunes d'Uranus se soient formées. Il y avait donc des plus grands anneaux autour de la planète, un peu comme ceux de Saturne. Et puis vient ensuite le deuxième impact qui aurait changé le sens de rotation des anneaux qui deviendront par la suite les lunes que l'on connaît aujourd'hui. C'est à ce jour la théorie la mieux reçue pour expliquer cet étrange phénomène planétaire. L'anneau F de Saturne. Bon, je suppose que vous le savez déjà, Saturne possède plusieurs anneaux en orbite autour d'elle qui sont désignés par une lettre. Vous avez donc l'anneau A, B, C jusqu'à la lettre G. Et c'est l'un d'entre eux, l'anneau F, qui va nous intéresser sur ce point. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'un des anneaux les plus actifs de la planète Saturne. Les petites particules de glace qui le composent ont parfois des comportements plutôt étranges. Il arrive qu'elles se fixent l'une à l'autre pour donner naissance à des formations plus importantes qui s'observent comme des excroissances de l'anneau F, s'illuminant plus ou moins fort selon la position du Soleil. Et c'est cet étrange phénomène qui intrigue bon nombre de scientifiques. Et il existe une théorie relativement bien reçue. Saturne possède un très grand nombre de satellites naturels et 2 d'entre eux pourraient être les responsables de l'agitation de la matière de l'anneau F.
Prométhée et Pandore. Ils agissent comme des chiens de berger autour d'un troupeau de moutons, c'est-à-dire que ce sont eux qui empêchent l'anneau F de s'étendre. Et donc, pour revenir à la théorie, selon la position des deux satellites, il arriverait parfois que de la matière veuille s'échapper de l'anneau pour ensuite être à nouveau absorbée par lui, ce qui expliquerait donc les excroissances lumineuses qui ont été plusieurs fois observées par les sondes spatiales. Mais bon, ce n'est qu'une théorie, le mystère de l'anneau F de Saturne restera entier jusqu'à ce qu'on puisse récolter davantage de données. Du méthane sur Mars. En 2013, le robot Curiosity en exploration martienne fait un retour d'analyse comme quoi le méthane est totalement inexistant dans l'atmosphère de la planète rouge. En effet, sur Terre, le méthane est issu principalement de la fermentation de matières organiques d'origine animale ou végétale. Et du coup, grosse déception chez ceux qui pensaient trouver de la vie sur la planète rouge jusqu'à quelques mois plus tard, après cette annonce où Curiosity nous envoie un nouveau retour expliquant que le robot dit avoir trouvé du méthane s'échappant du sol martien. Alors la grande question de ce point est, quelle est l'origine de ce méthane? Alors, il y a deux solutions possibles. Soit il provient de réactions chimiques dans les roches du sol de Mars, ou bien il s'agirait de poches de méthane qui se seraient formées suite à une activité microbienne du passé, voire même du présent. Et oui, vous avez bien entendu, la possibilité de l'existence de la vie sur Mars n'est pas totalement écartée. Alors, imaginez un seul instant que nous découvrions ne fût-ce que des organismes microscopiques sur une autre planète que la Terre. Cela serait sans aucun doute l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Après avoir rêvé d'une possible vie microbienne sur Mars, je trouvais bon d'enchaîner sur l'un des plus célèbres satellites naturels de Jupiter, Europe. Le télescope orbital Hubble a détecté ce qui semble être des immenses geysers de vapeur d'eau s'échappant de la surface glaciale du satellite de Jupiter. L'idée qu'un océan d'eau liquide serait présent sous l'épaisse couche de glace est de plus en plus adoptée par la communauté scientifique. En effet, les forces gravitationnelles que subit Europe sont si puissantes qu'elles suffiraient à maintenir l'eau intérieure du satellite à l'état liquide. Et qui dit tout liquide dit aussi possibilité de l'existence d'une forme de vie. Du coup, ces immenses geysers qui atteindraient l'altitude de 200 km pourraient être une solution plus pratique et surtout plus économique d'analyser l'eau présente sur Europe. On pourrait envoyer une sonde traverser un de ces geysers et récolter un échantillon d'eau qui serait analysé et dont le résultat serait transmis directement vers la Terre. Et il va sans dire que cela demanderait beaucoup moins de moyens techniques et financiers plutôt que d'envoyer un robot de forage directement sur la surface. Alors, quoi que l'on puisse trouver dans cette eau, cela permettra en tout cas d'avancer à pas de géant sur le chemin de la compréhension de ce mystérieux monde lointain. Le nuage d'Oort. Notre système solaire serait-il entouré de gigantesques amas sphériques d'objets lointains en orbite autour de notre étoile? Et quand je dis lointain, cela va jusqu'à 150 milliards de kilomètres de notre Soleil. Il marquerait en quelque sorte la frontière gravitationnelle de notre étoile, et serait composé principalement de fragments de glace qui auraient été expulsés loin du Soleil à la formation du système solaire. Mais nous ne l'avons jamais observé. Alors, pourquoi croit-on l'existence d'une si importante formation d'objets en orbite autour de nous qu'on n'a jamais vue? Une seule explication, les comètes. Ce sont des petits astres formés d'un noyau de glace qui sont caractérisés par une grande queue, qui fait d'ailleurs le bonheur de ceux et celles qui ont la chance d'en avoir déjà observé, mais surtout par leurs orbites extrêmement étendues dont certaines d'entre elles frôlent entre guillemets celles de la Terre à un certain moment précis, ce qui nous permet donc de parfois les observer. Mais du coup, qu'est-ce qui explique le fait que certains morceaux de glace soient déviés du nuage d'Oort vers chez nous? Eh bien, le nuage serait tellement étendu qu'une partie de celui-ci pourrait être perturbée par les forces gravitationnelles des étoiles voisines, tout comme Proxima du Centaure pour la plus proche. Et du coup, une partie des objets sont expulsés du nuage d'Oort, dont quelques-uns vers l'intérieur de notre système solaire. Mais voilà, ce ne sont encore une fois que des suppositions, notre système solaire doit encore nous livrer bien des secrets, et j'espère que, comme moi, vous vous réjouissez de ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine. Épisode terminé les amis, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie tous les généreux qui m'aident à concrétiser mon projet Astronomie. Si vous voulez en savoir plus, le lien de la page Tipeee s'affiche à l'écran et est présent dans la description. Vous n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et surtout l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao.